et je les pousse à me donner des preuves en fait du discours. Donc je suis plus dans un cheminement de proof-telling plus que De storytelling. storytelling. Ok, Donc ok. c'est-à-dire que je vais plutôt utiliser soit un récit solide, tu vois, la vie d'un entrepreneur, son parcours, le pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'engager dans cette aventure, ou des chiffres, ou clairement des preuves. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. On se rapproche très gentiment des 10 épisodes sur le Brand Podcast et j'en suis ravi, comme vous le savez. Et aujourd'hui, épisode assez particulier puisque je suis en compagnie de Nicolas qui va se présenter d'ici quelques minutes. Mais avant tout ça, je vais rappeler, comme d'habitude à tous les auditeurs, la mission du Brand Podcast est de vous aider à créer les marques fortes de demain et des marques qui sont adaptées au code du digital. C'est pour ça que je continue à rajouter des invités toujours plus présents, mais je rappelle aussi que le Brand Podcast est une émission qui s'axe sur des marques B2C, B2B et personal branding. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de personal branding, mais aujourd'hui, on va avoir notre première marque B2B. Sans plus tarder, Nicolas, c'est ton moment. Est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation dans ce chouette podcast. Oui, je m'appelle donc Nicolas Huberman. J'ai lancé il y a 1 an un cabinet de conseil spécialisé dans les contenus engageants pour les marques engagées. Et mon rôle aujourd'hui est d'accompagner des marques, principalement B2B, mais pas que, à mieux définir leur stratégie éditoriale, leur stratégie de contenu, à mieux produire et surtout à mieux médiatiser et diffuser leur contenu pour toucher au mieux leur cible. Ok, super intéressant. Tu nous as bien résumé ton activité. Donc ça fait à peu près 2 ans bientôt 2 ans plutôt, que tu fais ça. Et comme je le disais en intro, je suis assez content de te recevoir parce que tu es la première boîte B2B qui passe sur le podcast. Donc on va aujourd'hui enfin pouvoir apprendre plus à voir comment on fait pour créer la marque derrière la marque finalement, puisque bon, c'est aussi une position assez intéressante. Au programme, on va parler de stratégie de marque, on va parler de communication de marque, et puis on aura le droit, comme d'habitude maintenant, depuis 2 épisodes, à notre partie sur le Fast and Curious version brand. Sans plus tarder, commençons par parler de ton offre. Lorsqu'on va sur le site de Story for Brand, donc on va les appeler SFB, parce que ce sera plus court et tout l'épisode on va en parler. Si on va sur le site de SFB et que on regarde un petit peu, on voit que vous proposez à vos clients d'obtenir des audits de contenu. Et on sait que voilà, l'audit de marque, c'est quelque chose d'important puisque c'est la base sur laquelle les clients vont capitaliser en fait pour établir leur stratégie par la suite, d'où mes petites questions. Quand vous faites un audit, qu'est-ce que vous analysez en priorité? Et est-ce que tu aurais des exemples d'audit ou de campagne à nous partager du coup? En gros, ce que fait Story for Brands, c'est d'aider les marques à co-construire un discours qui ait du sens, un discours de marque, pour produire en fait une stratégie éditoriale qui reflète les valeurs de la marque, la mise en avant des contenus importants qui vont diffuser les messages pour nourrir la marque. Et donc tu parles d'audit. Aujourd'hui, l'audit en fait est un passage obligé parce qu'aujourd'hui l'aspect contenu est très fort. Tout le monde produit du contenu, du super contenu même. La crise sanitaire aussi a fait que les gens étaient chez eux, avaient plus de temps pour pouvoir créer des formats spécifiques pour parler de leur offre. Et la partie audit, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, les marques, et principalement les marques B2B, il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu dans une même entreprise. Par exemple, il y a le service marketing qui va produire des choses. Ils ont souvent un community manager qui va produire du contenu pour les réseaux sociaux. Mais les équipes sales, les commerciaux, ont aussi besoin de produire du contenu pour définir des présentations spécifiques, des cas clients par exemple. Voilà. Il y a en parallèle les ressources humaines qui produisent aussi des choses pour recruter, pour mieux recruter, pour développer aussi leur marque employeur, pour s'assurer d'embaucher les meilleurs profils qui peuvent s'adapter à l'ADN de leur marque. Toutes ces personnes-là produisent du contenu un petit peu dans leur coin. Okay. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un manque d'alignement entre ces différents contenus. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de rendre cohérent tous ces contenus qui sont produits par tous ces départements, qui diffusent tout plein de messages, pour aligner tout ça, de structurer tout ça autour d'une stratégie de communication claire et cohérente, parce que c'est que par ce biais-là
qu'on peut toucher les cibles qui intéressent la marque. Ok, ok. Donc l'audit est vraiment important pour bien regarder ce que la marque fait Mhm. au quotidien. En gros, c'est de regarder le site internet, regarder les réseaux sociaux, regarder aussi les outils de vente et les outils commerciaux pour justement regarder comment est-ce qu'ils sont faits, est-ce qu'ils sont tous destinés à la même cible ou pas, est-ce qu'ils sont bien produits, est-ce que les valeurs de la marque se reflètent dans ces différents contenus. Voilà, voilà, c'est tous ces points-là qui est vraiment un passage obligé lorsqu'on étudie une stratégie de marque sur qu'est-ce que vous faites. Regardez aussi la concurrence. Mhm. Que fait la concurrence parce que la concurrence fait sûrement des choses très bien, soit dans son univers d'industrie ou ailleurs. Et c'est de se dire comment est-ce que tout ce que peut faire l'environnement externe pourrait s'adapter à la marque. Et donc l'audit est vraiment un passage obligé. Ok, 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 ça marche. T'as bien conclu sur l'audit, mais moi je voudrais juste m'attarder par rapport aux clients, puisque on sait qu'il y a parfois des clients qui, même si ils savent que c'est les fondamentaux, veulent passer directement au concret, au délivrable, particulièrement dans le monde des agences, hein, où il faut du résultat, sinon c'est pas vraiment utile, etc. Si on fait un petit jeu de rôle et qu'on dit que moi, par exemple, je suis un potentiel client et que j'ai envie de bosser avec toi, mais que moi je veux pas faire d'audit, comment t'arriverais en 2 minutes comme ça à arriver à me faire comprendre que finalement l'audit c'est super important et que si on le fait pas, en fait ça va tuer la presta que tu vas faire derrière. Écoute, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je m'arrête pas juste à un audit. En fait, l'audit fait partie de toute une méthodologie que j'ai lancée avec Story for Brands, Mhm. qui est que aujourd'hui, moi j'organise en fait une réunion que j'appelle un workshop de lancement où je mets les personnes clés de l'entreprise pendant 2 heures, 2h30, où on est enfermé dans une salle et où mon rôle est vraiment de les guider avec toute une série de questions spécifiques Mhm. pour les faire parler, confronter aussi les différentes positions entre un fondateur, un directeur marketing, un directeur commercial. C'est souvent les personnes qui sont autour de la table à ce moment-là, Mhm. et où je leur parle de beaucoup de choses sur leur marque, sur la mission de leur marque, sur leur ambition, sur la concurrence, sur leur persona, les personnes qui Mhm. sont leurs acheteurs, par exemple, Mhm. les personnes qui achètent leurs prestations. Et je leur pose vraiment beaucoup de questions. Tout ce qui va être raconté pendant ce workshop, c'est de la matière pour moi ensuite de récupérer tout ça et de créer une recommandation spécifique sur la base de tout ce que on aura entendu pendant cette réunion, Mhm. avec une recommandation très précise sur qui ils sont, quelle est leur mission, quelle est en gros leur plateforme de contenu Mhm. qu'ils devraient développer avec bien évidemment cet aspect audit. Donc, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font moins bien, qu'est-ce que fait bien la concurrence, qu'est-ce que eux aussi aiment comme contenu. Ok. Voilà. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on va réussir à optimiser ce qu'ils font bien, à introduire euh, soit des nouveaux outils, soit des nouvelles règles ou une méthodologie pour créer les bons contenus, jusqu'à même avoir une réflexion sur c'est super de faire des vidéos face caméra qui expliquent le métier, mais en fait ça sert à quoi? Et on va vraiment rentrer sur le pourquoi. Dans la création de contenu, produire du contenu, ça va servir à quoi, où est-ce que ça va être diffusé et surtout à qui on s'adresse. Et tout ce travail-là, il est vraiment important de se poser ces questions-là et nous, on est là pour apporter des réponses. Donc, en fait, pour ta question, quelqu'un qui en fait n'est pas intéressé par ça, en fait, moi, je peux pas travailler avec elle parce que moi, je suis là pour co-construire avec lui et pour l'aider et je m'engage en fait à ses côtés pour justement lui apporter de la valeur et lui apporter des choses et des good tips à changer pour que derrière on puisse répondre à ses objectifs. Les Mhm. objectifs, ils sont très clairs.
pour toutes les marques, hein. C'est soit de développer leur notoriété, soit de développer leur business, soit de développer leur marque employeur. Aujourd'hui, les gens que je rencontre, ils ont un problème à ce niveau-là. Et donc, moi, je passe par les contenus et par les stratégies de contenu à créer ce qu'il faut pour justement répondre à ces problématiques-là. Ok. Donc en gros, tu fais une sorte d'audit avant l'audit, quoi. Puisque finalement, quand tu me parles de cette réunion, etc., tu es déjà dans le concret à ce moment-là, avec des recommandations, tu es déjà dans le délivrable avant même d'avoir finalement commencé le travail. Exactement, c'est-à-dire que c'est l'étape en fait clé de démarrage où on va se poser et en fait ce qui va naître de ça, c'est un document qu'on appelle la charte éditoriale. Okay. Je sais pas si ça te parle. Non, mais tu peux nous l'expliquer, pourquoi pas. En gros, les gens connaissent tous la charte graphique. Et la charte éditoriale, en fait, donc la charte graphique, c'est un document qui reprend tous les éléments du logo, ce qu'on peut faire avec le logo, etc. Une charte éditoriale, c'est la même chose, mais sur tout ce qui touche aux éléments de langage que la marque doit employer, aux différents types de contenus qui doivent être produits, avec le ton qui va être employé et les différents formats qu'on va pouvoir produire, les formats efficaces pour que derrière, il y ait des rédacteurs, par exemple dans l'entreprise, ou un community manager, ou un producteur de vidéos, va pouvoir utiliser ça pour pouvoir après construire les bons contenus pour la marque. Ok, pas de souci. Du coup, on va passer à la seconde partie du podcast par rapport à la communication externe, et on va aussi parler pas mal de storytelling ici, puisque aujourd'hui créer du contenu c'est très lié directement à raconter des histoires, et en fait chez SFB vous êtes pas directement acteur de ces histoires, puisque en fait la mission, la vision, tout ça c'est des éléments finalement de vos clients. Et moi ma question ce serait, mais en fait comment vous arrivez aujourd'hui à rester au plus près de cette vision de vos clients quand il s'agit de la ligne éditoriale? Est-ce que tu aurais des conseils pour arriver à adapter, un peu améliorer les histoires qui seraient parfois pas assez catchy, sans dénaturer l'identité de la marque de tes clients? Nous, on se base beaucoup sur les personas. En gros, si on doit créer du contenu, on doit avoir fait un travail en amont sur qui sont les personas marketing de la marque. En gros, quelle est l'audience qu'on souhaite toucher. Donc les personas, on va travailler sur quel âge a la personne, quelle est sa localisation, quel est son rôle dans l'entreprise, si on doit la toucher via la création de contenu, c'est quel style de contenu, quel format, quel ton, quel vocabulaire. Et on va aussi travailler tout ce qui touche aux mots-clés forts de la marque. Donc on va regarder un petit peu des éléments de SEO. Par exemple, donc voilà, quels sont les mots-clés qui performent, les taux de conversion, quel est le trafic aussi organique qu'on peut retrouver, et tous ces éléments-là, nous on va les intégrer dans notre réflexion. Et comme on aura fait, en fait, comme on fait en amont tout un travail sur la charte éditoriale et donc la stratégie éditoriale, on a beaucoup d'éléments de langage spécifiques que l'on va pouvoir réintégrer. Et donc on va utiliser un petit peu les idées des clients pour essayer de travailler autour de ces histoires, pour essayer de toucher au mieux ces personas avec des principes de storytelling spécifiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais tu parlais un petit peu de storytelling. Moi aujourd'hui, j'essaie de m'éloigner de ce terme-là. Pourquoi ? En gros, parce qu'aujourd'hui en fait, tout le monde fait du storytelling, tout le monde a compris que c'était quelque chose d'important, etc. De travailler les émotions, d'essayer de séduire, d'essayer de convaincre. Mais aujourd'hui, je trouve que les marques, elles touchent pas forcément leur audience comme ça. Parfois, elles sont un peu trop éloignées de l'ADN de la marque. On est souvent plus sur un monologue en fait, ou en tout cas un discours qui est descendant plutôt que ce que les gens ont vraiment envie
d'entendre. D'entendre, Moi, aujourd'hui, surtout la crise que nous traversons, elle questionne sur la place des entreprises aujourd'hui dans la société, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je réponds beaucoup aux marques responsables ou qui souhaitent le devenir, parce que le but aujourd'hui de Story for Brand, c'est vraiment de donner du sens à un engagement, à une vision, à une mission d'entreprise. Et ça passe par de la création de contenu efficace, pertinente et cohérente en fait. Et toute cette crise là, elle fait que aujourd'hui les consommateurs ils attendent d'autres choses que juste une belle histoire. Ils attendent il y a des nouveaux enjeux sociétaux, écologiques, humains, et que aujourd'hui il faut pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à ça, il y a d'autres formes. Moi aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui viennent me voir pour me dire j'ai cette problématique là, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un petit peu mon histoire. Et j'essaye toujours de leur dire mais c'est quoi votre mission, c'est quoi votre pourquoi, votre why, pourquoi est-ce que vous faites ça? Bien évidemment, c'est pour gagner de l'argent, pour développer le business ou autre, mais en vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez changer à la planète? Qu'est-ce que vous allez changer dans la vie des gens, etc. Et donc, je les pousse en fait à m'expliquer leur business, et je les pousse à me donner des preuves en fait du discours. Donc, je suis plus dans un cheminement de proof-telling plus que storytelling. Donc, c'est-à-dire que je vais plutôt utiliser soit un récit solide, tu vois, la vie d'un entrepreneur, son parcours, le pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'engager dans cette aventure, ou des chiffres, ou clairement des preuves, tu vois. Et puis je trouve qu'aujourd'hui il y a d'autres concepts qui fonctionnent, et c'est un point sur lequel j'avance aujourd'hui, et c'est tout ce qui touche au story living. En gros, les gens ont vraiment besoin d'incarner en fait, des choses. Finalement. Exactement, tu as tout à fait raison, c'est ça. Plus que de raconter des histoires. Tu vois, c'est bien de raconter des histoires, mais aujourd'hui, le marketing expérientiel, même si là on est confiné et que les marques qui arrivent à passer ça, elles vont être très très fortes, elles vont vraiment performer, parce que les gens ils ont plus envie de rester isolés, passifs ou confinés quoi. Là, ils ont besoin vraiment de ressentir des émotions, de vivre des expériences, et aujourd'hui c'est plus ça qui devient la réalité. Et il y a un autre concept aussi que je regarde beaucoup, c'est tout ce qui touche au story making. Les clients ils veulent faire l'histoire, ils veulent participer, donc ils veulent être vraiment dans l'action avec des expériences clients inédites quoi. Ils veulent vraiment participer, ils veulent co-construire avec les marques, ils veulent plus des choses, ils veulent plus être passifs quoi. Et tous ces nouveaux concepts, en fait, ça va plus loin, quoi. Et en allant plus loin, on va vraiment renforcer l'image de la marque, on va vraiment accélérer même la conversion, on va même pouvoir utiliser ça comme des leviers de fidélisation de ses clients. Voilà, c'est tout ça qui aujourd'hui m'intéresse, et qui aujourd'hui les choses changent en fait. Il y a un renversement des rôles, et l'idée c'est plus de se dire on va vous imposer notre histoire, mais plus on va la co-construire avec son audience. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ses audiences, qu'il faut bien connaître ses datas, qu'il faut bien connaître les gens qui vous suivent, pour justement produire le bon contenu à la bonne cible au bon moment. Ok, donc en gros on passerait d'un modèle un peu plus je dirais 2010, entrée 2000 en mode storytelling, etc. Quelque chose de plus incarné, donc story living, story making comme t'as pu en parler, avec finalement avec une place un peu plus pondérante de la personal branding quoi. Donc, exactement, et de l'humain. C'est marrant que tu parlais tout à l'heure de LinkedIn. Aujourd'hui, j'accompagne aussi mes clients, et principalement les fondateurs, sur leur personal branding sur LinkedIn, parce qu'en fait ils incarnent leur entreprise. Et aujourd'hui, et là il n'y a pas de différenciation B2B, B2C comme tu as expliqué tout à l'heure. En fait, cette frontière-là, elle existe presque plus. En vrai, aujourd'hui, on est capable de s'adresser directement à des humains, qui soient B2B ou B2C, c'est-à-dire que l'acheteur d'une solution informatique, en fait, il est comme toi et moi, et il regarde son Instagram tous les jours. Et donc,
on peut aussi le toucher par d'autres canaux qui, il y a encore pas très longtemps, on n'y pensait pas forcément. Et ça arrive aussi sur la partie création de contenu. C'est-à-dire que je suis pas revenu sur en fait mon parcours professionnel, mais j'ai passé plus de 13 ans en tant que directeur marketing sur des chaînes de télévision. Et puis après, je suis rentré dans le digital au moment où je me suis aperçu que le digital prenait beaucoup de place, la data était important dans les décisions marketing. Et c'est comme ça que je suis parti dans le digital et dans la création de contenu. Je vous raconte ça parce que aujourd'hui on parle de B2B et B2C. Aujourd'hui dans la création de contenu, ce que je souhaite apporter avec Story for Brands, c'est aussi tout un univers d'entertainment, de divertissement que l'on peut retrouver en B2C et qu'on commence à avoir et à émerger dans le B2B parce que aujourd'hui on s'adresse aux mêmes personnes, on s'adresse à un humain qui a l'habitude de regarder des vidéos à la brute ou des vidéos à la combini. Voilà. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de vraiment adapter le contenu, le format à un humain. Ok. Qu'il soit B2B ou B2C. Ok, ça marche. Bah, c'est bien que tu fasses la transition avec Combini, puisque on va rentrer dans la dernière partie du podcast, le Fast and Curious version brand. Ça fait 2 épisodes qu'on le fait, et je trouve ça super intéressant pour bien finir les épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas, 2 propositions, voilà, tu dois choisir entre chacune des 2 le plus rapidement possible. Voilà, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud, et tu veux pas de phrase, juste je te dis ouais, juste l'un ou l'autre, le plus rapidement possible. Ok, ça part. Ton service préféré pour les prestations clients entre l'emailing et du SEO? Les deux, mais je vais te dire l'emailing. L'emailing repart en force. Ok, plutôt acquisition client ou rétention client? J'ai envie de dire les deux, mais je pense, j'aime beaucoup l'acquisition client, mais la rétention, c'est très important. Ok. Pour la notoriété de marque, t'es plutôt social media ou événement physique quand il n'y avait pas de Covid, du coup? J'ai envie de te dire les deux, parce que j'adore les événements physiques, mais les réseaux sociaux permettent vraiment de toucher vraiment la bonne personne au bon moment. Ok, bah t'es l'invité qui a vraiment fait le moins de choix de tous les épisodes. Bon, pour finir, du coup, c'est ton moment, Nicolas, comme tous les épisodes. C'est à toi de me poser la question de fin. Vas-y, c'est à toi. Écoute, moi je suis un passionné de musique et de musique funk. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui est pour toi le courant musical le plus qui a eu le plus d'impact au monde? Bah pour moi, le courant musical, en tout cas qui a eu le plus d'impact sur ma génération, c'est le rap. C'est clairement le rap parce que moi, j'ai commencé à écouter de la musique à travers mes parents, en fait, dans la voiture. Et c'était, comme à peu près tous les enfants, une musique que j'appréciais pas particulièrement. Et quand je suis arrivé au collège, chose comme ça, c'est à partir de là où j'ai vraiment découvert le rap. En fait, j'ai toujours écouté du rap, mais en tâche de fond, c'est-à-dire sur les écouteurs de mes amis, à la télé, jusqu'au moment où j'ai eu Spotify pour la première fois, Deezer, ce genre de choses. Et là, j'ai redécouvert plein d'autres styles de musicaux, même pas nécessairement que du rap, mais je dis le rap aujourd'hui parce que c'est un style de musique qui plaît à un grand nombre de personnes, déjà, et qui a montré qu'il a un impact pas que sur ce qu'on dit, mais aussi sociétal. Beaucoup de rappeurs aujourd'hui s'engagent dans plein de causes. On a pu le voir avec les manifestations pour le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis il y a un petit moment de cela. Et aujourd'hui, les rappeurs, c'est beaucoup plus que simplement des rappeurs. Si je te prends l'exemple de Booba et de l'égérie Puma, on peut voir que Puma, c'est quand même un grand groupe et qui font pas des collaborations avec n'importe qui. Voilà, ils signent Neymar, ce genre de personnes. Et aujourd'hui, il y a une vraie fusion qui est en train de se faire entre finalement une musique qui avant était pas mal décriée et qui était réservée à une partie seulement de la population vers un mouvement qui est en train de se généraliser. Aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins déjà entendu un morceau de rap dans sa vie. Tout le monde connaît à deux têtes comme ça 5 ou 6 rappeurs. Donc du coup, sans hésitation, je dirais le rap. Et ça va bien conclure cette émission. Pour tous ceux qui nous écoutent toujours après un peu plus de 25-26 minutes de podcast, n'hésitez pas comme d'habitude à nous supporter en likant la vidéo si vous l'écoutez depuis YouTube. Voilà, c'est gratuit sur YouTube si vous n'avez pas de plateforme de streaming. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming telles que Apple Podcast par exemple et laisser un commentaire parce que ça aide à
remonter dans les classements. On est maintenant classé dans la catégorie marketing sur Apple Podcast, ça fait super plaisir. Et du coup, voilà, il faut monter, il faut continuer à supporter toute l'émission. Et puis voilà, déjà, ça va nous faire un bel épisode. Je rappelle que le podcast est disponible chaque lundi à 10h. Voilà, c'est votre rendez-vous. Et puis, sur ce, du coup, on va se dire à la prochaine. À bientôt. Salut, merci beaucoup pour l'invitation.